Salut tout le monde! Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, comme vous avez pu le deviner je vais parler en français. La raison principale c'est parce que je voulais vraiment aborder une question avec vous qu'on m'a souvent, mais vraiment très souvent posée. C'était celle de savoir s'il fallait avoir un niveau excellent d'anglais pour pouvoir soit travailler, soit étudier à l'étranger, dans mon cas au Royaume-Uni. Donc si vous aussi vous souhaitez soit étudier, soit travailler à l'étranger, vraiment écoutez la suite de la vidéo parce que la réponse pourrait vraiment vous surprendre. Alors la réponse à la question si il faut vraiment avoir un excellent niveau d'anglais pour travailler ou étudier au Royaume-Uni par exemple, la réponse est pas vraiment. Alors tout ça je m'explique. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, il faut vraiment prendre ce que je vais vous dire dans son contexte, mais avec un niveau correct et de la bonne volonté, vraiment vous allez pouvoir y arriver. Alors tout d'abord, si vous souhaitez étudier à l'étranger, je vais prendre le cas du Royaume-Uni tout simplement parce que voilà, je préfère baser ce que je vais dire sur ma propre expérience. Vous n'avez pas besoin pour aller étudier d'un niveau d'anglais parfait, sauf si bien sûr voilà, vous voulez étudier à Cambridge ou à Oxford. On vous demande pas non plus d'être bilingue pour ce type d'université, mais par contre vous allez vraiment avoir du mal à maintenir le rythme et avec les autres élèves ou tout simplement pour vous-même, vous allez avoir un peu plus de mal à comprendre et vous allez perdre du temps en fait à comprendre les choses en anglais plutôt que de comprendre par exemple les concepts qu'on va vous expliquer. Donc c'est simplement ça, mais on ne vous demande pas d'être bilingue. Après de toute façon, si vous souhaitez étudier à l'étranger, que ce soit pour un semestre ou pour une année, le but, il est le même, peu importe l'université. Vous souhaitez être en immersion dans la culture, vous souhaitez vous imprégner de la culture et surtout améliorer votre niveau. Donc voyez-le plutôt comme un cercle vertueux qu'un cercle vicieux, où le but pour vous, à la fin, ce sera vraiment de progresser dans la langue et cette langue ne doit pas être un obstacle pour vous. Un autre point aussi, c'est que quand vous allez étudier à l'étranger, de toute façon, vous n'allez, par exemple, dans le cas du Royaume-Uni, vous n'allez pas utiliser l'anglais courant. Peut-être de temps en temps aussi pour la structure de la phrase, mais de base, vous allez être évalué sur l'anglais technique, c'est-à-dire dans votre domaine, dans ce que vous allez étudier. Par exemple, moi, je suis bilingue anglais, enfin, ma mère m'a toujours parlé anglais et j'ai grandi avec le français et l'anglais. Pourtant, quand je suis arrivée à Swansea et même avant à Paris 1, quand j'ai étudié le droit anglais pendant un ou deux cours, j'étais complètement perdue. Enfin, c'était pas du tout l'anglais que j'avais appris et que j'utilisais tous les jours, c'était un anglais juridique. Donc pour moi, c'était vraiment une autre langue, vraiment, vraiment une autre langue. Donc c'est pour ça que je vous dis, de toute façon, vous allez devoir apprendre ce langage technique. Alors pour appuyer mon exemple, je sais qu'il ne faut pas trop se comparer aux autres, mais c'est vrai que ça m'avait vraiment réconforté de voir que tout mon LLM venait des quatre coins du monde. Il y a peut-être deux, trois élèves voilà, qui venaient du Royaume-Uni, mais l'anglais c'était pas notre première langue, c'était peut-être pour certains deuxième ou troisième langue. Pourtant, ça les a pas handicapés du tout. Et en plus, vous pouvez imaginer que nous, bah, voilà, dans le domaine où je travaille, où j'ai étudié, on fait des dissertations, on fait des rédactions, on doit être assez à l'aise à l'oral et pourtant ça les a vraiment pas handicapés. Tout le monde a eu son master et il y en a qui ont eu des très bonnes notes et encore une fois, l'anglais n'est pas leur première langue. Après, je peux comprendre que certains d'entre vous sont toujours sceptiques à ce stade de la vidéo. C'est vrai que moi, ce que je vous partage là, ce que je vous dis, c'est ma réalité, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux, mais c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, c'est quelque chose qu'il faut voir pour croire. Donc, ce que je vous conseille, quelque chose de totalement objectif, c'est vraiment de voir ce que l'université de votre choix demande. C'est-à-dire pour tout ce qui est critères linguistiques. Donc, soit ils vont vous demander de passer le TOEIC, soit le TOEFL, soit un diplôme linguistique ou un certificat pour pouvoir venir étudier. Donc voilà, certaines universités vont vous demander d'avoir 90 sur 100, d'autres 110 sur 100, mais chaque université a vraiment ses critères. Donc ça, il faut vraiment vous renseigner. Après avoir fait votre recherche, imaginons que vous passez le diplôme ou le certificat et que vous obtenez la note requise. Vous êtes accepté par l'université, c'est super, mais vous, personnellement, vous pensez que voilà, votre niveau n'est pas top et vous souhaitez vraiment vous améliorer. Bien sûr, ce que je vous conseille, c'est de prendre des cours ou par vous-même de vous améliorer au maximum jusqu'à ce que votre année scolaire commence. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que certaines universités vous proposent des cours. Donc, soit ce sera un stage d'été, juste avant que l'année commence, soit ce sera des cours pendant votre année scolaire. Mais encore une fois, renseignez-vous. Par contre, soyez honnête. Si vous souhaitez étudier à l'étranger, c'est que vous avez un certain intérêt. Vous avez vraiment une volonté d'améliorer vos capacités linguistiques. Et cette motivation vous suffit amplement. Avoir un anglais parfait, c'est quelque chose de totalement différent. Et ça, vous n'en avez pas besoin. Maintenant, si vous souhaitez travailler à l'étranger, encore une fois, je vais prendre le cas du Royaume-Uni tout simplement parce que j'ai travaillé au Royaume-Uni et je préfère ne pas généraliser pour tous les autres pays. Là, la situation est un peu plus délicate. Pourquoi?
Parce que si pendant vos études, vous pouviez vous débrouiller avec un niveau d'anglais plutôt moyen, vu qu'on va plus se concentrer sur vos capacités de rédaction, pour le travail, c'est différent. Bien sûr, vos compétences académiques vont être appréciées, mais par contre, vous ne pouvez pas utiliser un anglais courant. C'est-à-dire l'anglais que vous utilisez au pub, vous ne pouvez pas l'utiliser pour travailler. Vous avez besoin d'un anglais professionnel, d'un anglais business. Mais encore une fois, ce que je viens de vous dire ne doit surtout pas vous décourager. Pourquoi? Parce que ce sont vos compétences dans le domaine dans lequel vous allez travailler et votre volonté vraiment de vous améliorer dans la langue dans laquelle vous souhaitez travailler qui vont ressortir pour l'employeur. Et un exemple très concret pour appuyer mon argument, c'est que très souvent les employeurs, en tout cas au Royaume-Uni, vont vous inciter fortement à prendre des cours ou soit ils vont vous payer des cours d'anglais sur place. En effet, l'employeur va vous employer pour vos compétences dans le domaine, dans le secteur dans lequel vous travaillez, plus que dans vos compétences linguistiques. Encore une fois, c'est comme pour vos études. L'anglais que vous allez utiliser, c'est un anglais technique. C'est la version anglaise de ce que vous utilisez au travail. Votre langage au travail, vous êtes d'accord, n'est pas le même que votre langage de tous les jours en français. Là, c'est exactement pareil. Sinon, j'ai un autre exemple beaucoup plus personnel. Je suis en ce moment en Allemagne et je ne parle pas un mot d'allemand. Mais vraiment, là j'ai appris un nouveau mot Morgan tous les matins parce que mes colocs ou mes collègues me le disent. Mais sinon, c'est tout. Vraiment, je suis une quiche en allemand. Et pourtant, voilà, j'ai une mission de 3 mois en Allemagne et ça se passe très bien. Bon, j'ai quelques difficultés voilà, pour me faire comprendre parfois quand voilà, je vais acheter une baguette ou des choses comme ça, mais j'arrive à me faire comprendre et ça m'a découragée à aucun moment de me dire voilà, je ne parle pas l'allemand, comment je vais faire pour me débrouiller? Alors je comprends que jusque-là vous écoutez cette vidéo et vous vous dites elle raconte que des cracks. C'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut voir pour croire. Moi ça m'avait fait un énorme choc vraiment quand je me suis dit bon bah mon niveau d'anglais, enfin je suis bilingue, je devrais pas avoir de soucis, ça devrait aller. Et je suis pas non plus une quiche en droit donc aussi ça devrait aller. Pourtant il y avait vraiment des personnes avec un niveau d'anglais moins bon que moi, je dirais pas médiocre, mais vraiment ça devrait être un handicap et pourtant au contraire ça n'a pas du tout été un handicap et ils ont été très performants. Ils ont fait, on va dire, de leur faiblesse un avantage assez important. Après, je peux comprendre parfaitement que si vous ne vous sentez pas à l'aise dans la langue, ce sera peut-être plus difficile pour vous de communiquer et de vous faire comprendre. Donc je vais juste vous donner quelques petits conseils pour finir la vidéo. Donc pour finir, je vais juste vous donner quelques conseils parce que ça fait plusieurs années déjà que je donne des cours d'anglais à beaucoup d'élèves, mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup d'élèves. J'ai des élèves du Japon, du Brésil ou tout simplement de France. Et inversement, j'ai aussi donné des cours de français à des élèves au Royaume-Uni. Tous les conseils que je vais vous donner là, c'est vraiment des années d'observation et ce que j'ai pu retenir, et ce que j'ai pu voir, et ce que j'ai pu comprendre qui pouvait voilà, vous décourager ou au contraire vous faire vous améliorer en anglais. Alors déjà, on va poser les bases. Le plus gros problème, c'est que vous n'êtes pas nul en anglais forcément, c'est juste un manque de pratique. Et c'est logique, avec qui vous allez parler anglais, par exemple en France, même avec vos proches, mais bon, au bout d'un moment, vous allez arrêter le petit jeu et vous allez repasser au français. Donc si vous pratiquez pas l'anglais, par exemple, 2 à 3 fois par semaine, ça peut partir très vite. Mais quand je dis très vite, vraiment, vous pouvez, au bout de quelques années, complètement tout perdre, voire quelques mois. C'est un côté peut-être de manque de motivation, mais parfois les deux peuvent être liés. Le premier conseil, je pense que vous le voyez déjà venir, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui vous avez de très bonnes plateformes gratuites qui peuvent vous aider à vous améliorer, bien sûr c'est un niveau minime, mais moi par exemple j'utilise c'est Duolingo. Moi j'utilise pour l'espagnol parce que par manque de pratique j'ai tout perdu. Sinon vous avez d'autres moyens, vous avez des plateformes payantes, donc vous payez à moindre coût et là je vous conseillerais plutôt d'utiliser soit Engoo soit Preply. Personnellement j'enseigne sur ces deux plateformes. Mais ce que j'aime vraiment, c'est que vous avez un large choix. Mais quand je vous dis large, c'est vraiment large choix de professeurs. Et aussi, voilà, vous pouvez apprendre n'importe quelle langue, du moment que voilà, elle est enseignée sur la plateforme. Et surtout, vous avez une large gamme de prix. Donc ça peut vraiment partir de 6 dollars à, on va dire, 18 ou 20. Ça dépendra bien sûr du niveau, mais vous avez de tout. Du moment que vous trouvez un tuteur qui vous convient, vraiment n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup parce que vous avez un suivi, vous avez quelqu'un en live avec vous et quelqu'un qui va vous aider. Sinon, il y a quelques techniques que je donne très souvent, voire tout le temps, à mes nouveaux élèves. Donc tout d'abord, pour améliorer son écoute et sa compréhension, ce que je conseille, c'est vraiment de regarder des vidéos, soit des films, soit des séries, mais avec des sous-titres en anglais. Alors pourquoi? La raison elle est assez simple, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent parce que voilà, on diabolise les sous-titres, on dit tout le temps non, on ne met pas de sous-titres. Alors oui, ne mettez pas de sous-titres en français.
Mettez par exemple si vous si vous souhaitez apprendre l'anglais, mettez les sous-titres en anglais. Pourquoi? Parce que vous faites d'une pierre deux coups. Tout simplement, vous allez entendre le mot, vous allez entendre la prononciation du mot, par exemple, où vous avez un peu de mal. Donc déjà, ça c'est un point positif. Second point positif, vous allez voir ce mot écrit à l'écran. Et du coup, votre cerveau va l'enregistrer pour une prochaine fois. Ça va enrichir votre vocabulaire et surtout, vous êtes sûr de ne pas vous tromper sur la prononciation de ce mot. Et aussi, point bonus, vous l'avez dans un contexte. Donc plus tard, vous allez pouvoir le réutiliser. Après, pour moi, le meilleur reste les vidéos YouTube, type tutoriel. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elles sont courtes. Elles sont beaucoup plus courtes qu'un film ou qu'un épisode de série, par exemple. Donc, vous pouvez en regarder une ou plusieurs dans la journée et surtout, voilà, elles posent des questions et elles sont sur un domaine particulier qui va mobiliser un champ lexical spécifique. Donc, par exemple, si vous souhaitez travailler à l'étranger, vous pouvez parfaitement regarder une vidéo de YouTube ou un tutoriel ou peu importe qui sera sur un champ lexical spécifique à votre travail, spécifique à l'industrie dans laquelle vous évoluez, et du coup vous êtes beaucoup plus familier avec ce langage dans cette langue particulière. Maintenant le point le plus délicat, l'expression orale et l'accent. Encore une fois, il n'y a pas de secret, il va falloir parler, il va falloir pratiquer la langue. Par contre, c'est là qu'intervient mon expérience parce qu'il y a un problème sous-jacent. Il faut distinguer donc la prononciation afin que votre interlocuteur puisse comprendre ce que vous dites et ensuite l'accent en lui-même. Donc même si votre accent est pourri, mais que votre phrase est bien structurée et voire simple, même si c'est très simple et que votre phrase est bonne, c'est l'essentiel vraiment. Votre accent, c'est pas la priorité. Il faut que votre structure soit correcte. Très souvent, que ce soit dans le milieu du travail ou même pendant mes études, j'ai vu des camarades de classe ou des diplomates quand j'ai travaillé dans la diplomatie qui avaient un accent mais catastrophique et pourtant ça ne les a pas empêchés d'exceller. Il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères par exemple et qui vont étudier en master à l'étranger et qui sont majors de la promo, même avec un accent on va dire de leur pays d'origine qui est très fort et pas du tout un accent anglo-saxon par exemple. Donc ce que je veux vous dire vraiment c'est si votre base grammaticale est faible, l'accent ne sera juste qu'un cache-misère, vraiment, ce ne sera pas la base, ça ne va pas empêcher que votre phrase sera catastrophique de toute façon. Vous pouvez le dire avec un bête d'accent américain, la phrase ne sera pas compréhensible. Alors je sais que c'est plutôt facile pour moi de dire ça, voilà, vous dites elle est bilingue, elle a un accent correct, les gens la comprennent, moi c'est pas du tout mon cas. Mais le but de cette vidéo c'est vraiment que vous n'ayez pas peur, vraiment que vous ne soyez pas découragés, que vous vivez vos rêves. De toute façon vous allez rencontrer des gens pour pratiquer la langue, donc c'est pas un souci, mais faut pas que la langue soit un obstacle ou un frein à vos ambitions. Vraiment ne soyez pas votre propre ennemi, ne soyez pas l'ennemi de votre propre volonté. Ok, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour d'autres vidéos. Entre temps, je vous dis à bientôt sur ma page Insta et sur mon blog. Salut!